Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette sixième et dernière séance de cette grande thématique comment concilier l'économie et l'écologie. Et aujourd'hui, donc sixième séance intitulée comment repenser le capitalisme. Alors évidemment c'est une grande question. Dans cette séance on va revoir quelques éléments qu'on a vus dans les séances précédentes. Donc je vous dirai quand c'est des choses qu'on a vues précédemment, si vous avez pris des notes ou si vous voulez revoir ces aspects de la démonstration. Vous pourrez retrouver les vidéos YouTube des conférences précédentes, à l'exception malheureusement de la deuxième conférence que je n'ai pas pu enregistrer. Alors j'espère que l'enregistrement de cette conférence fonctionnera, et dans ce cas-là, vous la retrouverez normalement samedi à 7 h du matin. Toutes les conférences sont retransmises à ce moment-là. Alors donc, comment repenser le capitalisme pour évidemment concilier l'économie et l'écologie? Alors bien sûr, c'est une grande question, tellement grande d'ailleurs que je n'entends pas dans cette conférence arriver à une conclusion définitive. Il s'agit plutôt de pistes d'exploration, de réflexion personnelle qui font état de l'état de mes connaissances aujourd'hui, en tout cas de mes connaissances et de mes intuitions. Donc il n'y aura pas de grande réponse, mais par contre, je vous l'ai promis à la fin de la dernière séance, eh bien, je vais essayer d'être constructif, c'est-à-dire de donner des solutions, en tout cas de proposer des solutions qui pourraient nous permettre de concilier l'économie et l'écologie. Et comme vous l'avez noté, puisque le titre de cette sixième séance est consacré au capitalisme, eh bien nous allons quand même partir de l'existence, c'est-à-dire du système capitaliste, puisque de toute façon, toute solution passera forcément par commencer à réfléchir à partir du système capitaliste, puisque c'est le système dans lequel nous vivons. Alors, pour débuter cette séance, eh bien, je vous propose de réfléchir déjà sur le capitalisme, ou plutôt sur les capitalismes, et petit rappel de la deuxième séance sur les principes du capitalisme. Alors souvenez-vous, dans cette deuxième séance, qui parlait de la dynamique de croissance et du capitalisme, eh bien, nous avons défini le capitalisme comme un système de production qui dispose de trois grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'ailleurs ce qui lui donne son nom, c'est la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire du capital, c'est-à-dire que les moyens de production, donc le capital, sont possédés par des agents privés, en grande majorité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas y avoir de propriété publique du capital, bien sûr que nous avons des entreprises publiques dans des systèmes capitalistes, mais c'est le système dominant. Deuxième caractéristique du capitalisme, il est fondé sur un système marchand, c'est-à-dire que ce qui va réguler, organiser la gestion des ressources et l'utilisation des marchandises produites, eh bien, c'est le marché. Donc ce système marchand, eh bien, il va aussi être centré sur la question du profit, qui va être le moteur pour l'investissement et donc l'accumulation du capital. Troisième élément constitutif du capitalisme, c'est le salariat. Alors souvenez-vous, j'en ai un peu parlé dans la deuxième conférence, le salariat est dérivé directement d'un système de dépendance du travailleur vis-à-vis du propriétaire du capital, c'est-à-dire d'un principe de subordination. C'est ça qui caractérise aussi le capitalisme, parce que des systèmes pré-capitalistes sont souvent fondés sur des entrepreneurs individuels, sur l'artisanat, et l'artisanat, l'artisan, il possède ses propres moyens de production. Ce qui va permettre de rompre avec ce système, c'est l'apparition d'outils, de machines plus performantes, mais surtout plus chères, plus coûteuses, par exemple la machine à vapeur au moment de la révolution industrielle, qui va interdire aux petits artisans de pouvoir les posséder, et donc qui va supprimer leur autonomie et les obliger à se mettre sous l'autorité du propriétaire du capital. Donc, pour résumer, le capitalisme, c'est ces trois choses-là. La propriété privée des moyens de production, avec derrière une logique d'accumulation du capital. Un système marchand qui organise les transactions et pousse les capitalistes à aller chercher du profit. Et puis, une relation salariale entre les propriétaires de capital et les travailleurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas terminé de parler du capitalisme. Pourquoi? Parce que il n'existe pas un capitalisme, mais des capitalismes. Et même, on pourrait dire que la capacité du capitalisme à se fondre dans un certain nombre d'institutions, elle est pratiquement infinie.
Et ça, c'est une chance, d'un côté, puisque ça permet de réfléchir sur une transformation du capitalisme à partir des institutions sociales et politiques, en différents types de systèmes qui peuvent permettre de produire différents types de résultats, différents types de sociétés. Alors, si on regarde dans l'histoire, eh bien déjà, dans l'histoire, eh bien, on a eu différents types de capitalisme. D'abord, le capitalisme de la révolution industrielle, on pourrait appeler le capitalisme de laisser-faire, hein, c'est-à-dire un capitalisme où l'État intervient peu, et qui va durer jusqu'aux années 30. À partir des années 30, il va y avoir une grave crise économique, des conflits mondiaux, hein, aussi. Donc déjà, dès la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu quelques éléments, hein, de changement du capitalisme, mais à partir des années 30 et surtout de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va voir le capitalisme se transformer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va passer d'un capitalisme de laisser-faire, avec un État peu interventionniste, et une logique fondée essentiellement sur l'intérêt privé des capitalistes individuels, vers un capitalisme plus dirigé, c'est-à-dire dans lequel l'État va avoir un rôle déterminant, à la fois quantitativement, puisqu'il va construire un État social qui va être de plus en plus important en volume dans le PIB. Hein, souvenez-vous, première séance du PIB, toute la part non marchand représente aujourd'hui à peu près 25% du PIB, donc c'est quand même assez important. Et puis il va aussi intervenir par l'intermédiaire d'un contrôle de certaines ressources. Et ça, c'est pour ça qu'il est dirigé, parce qu'il y a tout un ensemble de prix après la Seconde Guerre mondiale qui seront décidés par l'État et non par le marché. Alors ce capitalisme dirigé, il va émerger, on va dire, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945. Par exemple, en France, c'est le système de planification français, hein, avec le commissariat au plan. Mais on va retrouver dans la plupart des pays des systèmes similaires. Ce capitalisme dirigé, il va commencer à s'effriter dans les années 70 avec l'effondrement du système Bretton Woods, qui garantissait une parité des monnaies, décidée politiquement. Et à partir des années 80, on va voir apparaître une nouvelle forme de capitalisme dont j'ai déjà un peu parlé, c'est le capitalisme néolibéral. Alors ce capitalisme néolibéral, si on veut lui donner une date de début, on peut dire 1979-1980, c'est-à-dire les élections de Margaret Thatcher et Ronald Reagan aux États-Unis. Et puis il est encore aujourd'hui au cœur de la dynamique capitaliste. Alors au cœur de la dynamique capitaliste, avec quelques nuances, hein, puisque de mon point de vue, c'est ce que j'ai essayé de défendre dans cet ouvrage sur lequel je vais me reposer pour la séance d'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai amené. Je pense, hein, que ce capitalisme, eh bien, il est en voie aussi il est en crise, le capitalisme néolibéral, et donc il va sans doute y avoir, en tout cas c'est ce que je pense, une nouvelle forme de capitalisme qui va émerger. Alors cette nouvelle forme de capitalisme, il est difficile de dire aujourd'hui ce qu'elle sera. Dans cet ouvrage, j'ai établi plusieurs hypothèses. La première, c'est que ce serait un capitalisme qui pourrait être de type néo-féodal, c'est-à-dire le retour du gouvernement des hommes contre le principe du règne de la loi. Autrement dit, un capitalisme plus interventionniste, plus autoritaire, comme on peut le retrouver par exemple en Chine ou en Russie. Ça, c'est une option. Évidemment, ce n'est pas l'option qui a mes faveurs, mais il y a aussi d'autres options possibles. Par exemple, un capitalisme qui serait plus démocratique, dans lequel il y aurait davantage de concertation. C'est ce capitalisme-là qu'on va essayer de décrire tout à l'heure au cours de cette séance. Alors, différentes formes de capitalisme dans l'histoire, mais aussi géographiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le même capitalisme, eh bien, en France ou en Europe, par exemple, qu'en Chine ou en Russie. Mais même, on peut même dire que le capitalisme européen se distingue par certains aspects du capitalisme américain ou du capitalisme japonais. Là aussi, les systèmes de régulation du capitalisme ne sont pas tous les mêmes, y compris au sein de la mondialisation actuelle. En fait, il y a une théorie qui analyse les différentes formes de capitalisme, c'est la théorie de la régulation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une théorie française contemporaine qui a été inventée, conçue par différents économistes, André Orléans, Michel Aglietta et Robert Boyer, par exemple. Et donc, dans cette théorie, eh bien, on va chercher à voir la cohérence, ou au contraire l'incohérence, entre les systèmes institutionnels mis en place pour réguler
le capitalisme et puis sa dynamique interne. Et parfois, eh bien, la théorie de la régulation va montrer les basculements, c'est-à-dire notamment le capitalisme, comment il s'est transformé dans les années 70-80, avec la crise de ce qu'il appelle le capitalisme fordiste, hein, qui est le capitalisme dirigé dont je parlais tout à l'heure, vers le capitalisme contemporain néolibéral. Donc, tout ça pour vous dire que quand on parle de capitalisme, on peut identifier ses caractéristiques principales, hein, que j'ai rappelées tout à l'heure, mais une fois qu'on a caractérisé, de cette façon, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il peut exister une variété de systèmes derrière le même mot capitalisme. Et je pense que c'est important de le comprendre, parce que ça nous donne aussi un peu un espoir, si je puis dire, de modifier certaines de ces institutions, de nos institutions, pour du coup modifier les résultats et le fonctionnement du capitalisme. Alors par ailleurs, on peut aussi réfléchir à sortir ou non du capitalisme. Je voudrais commencer ici par réfléchir à une question, puisque dans la séance précédente, souvenez-vous, on a parlé des différentes modalités d'organisation de l'économie pour arriver à la concilier avec l'économie. On a identifié 3 formes possibles de conciliation de l'économie et de l'écologie. La première, c'était la décroissance, c'était le capitalisme vert, je crois, la croissance verte. Le deuxième, c'est la décroissance, et puis le troisième, c'était la sociale écologie. Alors, je voudrais qu'on commence par la décroissance. Est-ce que, puisque c'est une forme de conciliation de l'écologie et de l'économie, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou non, un capitalisme de décroissance? Alors, souvenez-vous, non mais il faut poser les questions avant d'y répondre, parce que, évidemment, on va voir la réponse, mais posons franchement la question. On a vu dans la deuxième séance que par nature, le capitalisme fondé sur la logique d'accumulation privée produisait la croissance. Donc déjà, on peut quand même un peu répondre en disant qu'il y a quand même une contradiction entre la dynamique capitaliste qui repose sur l'accumulation des moyens de production dans la sphère privée, et puis le principe de la décroissance, qui supposerait finalement que on décroît l'activité économique, donc ça veut dire qu'on démantèle un certain nombre d'infrastructures productives, pour moins produire en quelque sorte, et on ne voit pas bien pourquoi les individus qui possèdent ces moyens de production accepteraient de les démanteler de bon cœur. Mais allons un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que vraiment, puisque le capitalisme est un système très souple, qui peut admettre différents types de fonctionnement, est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire qu'il y aurait un capitalisme possible dans un régime décroissance? Alors, on a vu aussi dans cette deuxième séance, souvenez-vous, oui, parce que j'ai repris mes séances précédentes pour faire cette dernière séance, de manière à conclure également, mais souvenez-vous, j'avais parlé de la loi de Piketty. Cette loi de Piketty, c'est la question de la relation entre croissance économique et inégalité. Alors cette loi de Piketty, si vous vous souvenez bien, c'était l'idée que lorsque la croissance économique était supérieure au taux de rendement du capital, alors les inégalités se réduisaient, et inversement, lorsque le taux de rendement du capital était supérieur à la croissance économique, alors on avait une augmentation des inégalités. Alors, comment j'ai été arrivé à cette conclusion, ou plutôt comment Piketty est arrivé à cette conclusion? Simplement, il explique que l'essentiel du rendement du capital est réinvesti par les capitalistes. C'est-à-dire qu'il y a en fait très peu de ce rendement qui est véritablement consommé. Ça veut dire que quand vous avez un rendement du capital positif, eh bien vous augmentez votre stock de capital, vous accumulez du capital, des moyens de production, et ces moyens de production, s'ils vous rendent un rendement équivalent, eh bien vous allez avoir plus d'argent. L'équivalent du rendement. Pour le dire simplement, si vous avez un rendement de 10%, eh bien, lorsque vous réinvestissez ces 10%, eh bien, vous avez 10% de plus l'année suivante, etc. Donc vos revenus augmentent au niveau du rendement du capital. Si ce rendement du capital est supérieur à la croissance économique, comme l'activité économique, le PIB, il se divise en gros entre capital et travail, si les revenus du capital augmentent plus vite que la croissance économique, alors mécaniquement, les revenus du travail augmentent moins vite que la croissance économique.
ce qui signifie qu'à terme, eh bien, les inégalités s'accroissent, puisque évidemment les plus riches sont ceux dont les revenus sont tirés du capital. Donc ça, c'était j'ai brièvement résumé, c'était la loi de Piketty. Alors, elle n'est pas parfaite, cette loi, hein. Elle peut être critiquée, notamment, est-ce que le rendement du capital est toujours identique? Bien sûr que non. Mais Piketty, quand même, dans son livre, il a quand même montré que il était quand même assez stable au cours du temps. Et puis, de toute façon, ça revient, la question qu'on va poser est encore plus simple que cela, parce que si on a une décroissance économique, eh bien, on a un G, donc une croissance qui est négatif, et si on a un rendement du capital qui est positif, supérieur à 0, eh bien, mécaniquement, le rendement du capital sera supérieur à la croissance économique. Et donc là, on arrive ici à un problème structurel et une contradiction fondamentale entre le capitalisme et la décroissance, c'est que la décroissance suppose un G négatif, donc un taux de croissance négatif, mais si vous avez un R, donc un rendement du capital qui est positif, eh bien mécaniquement, vous allez avoir du coup des revenus du capitalisme qui vont augmenter, alors même que le revenu global de l'économie, lui, va baisser. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas capitalistes, eh bien, ils vont avoir une baisse très forte de leurs revenus et les inégalités vont beaucoup augmenter. Alors la solution pour rendre ça compatible avec le capitalisme serait du coup d'avoir un taux de rendement du capital qui soit négatif. Mais si on a un taux de rendement du capital qui est négatif, alors plus personne ne va investir, parce que vous êtes sûr de perdre de l'argent. Donc vous n'investissez pas. Alors on pourrait dire, bah oui, puisqu'on n'investit pas, alors c'est très bien, on arrive à la décroissance, hein, puisqu'on n'a plus de capital productif. Mais ça, c'est une vision un peu simpliste de la décroissance, puisqu'il ne peut pas y avoir de système de décroissance soutenable sans un minimum d'investissement. Alors, je m'explique. Il faut distinguer deux formes d'investissement. L'investissement de capacité, qui va permettre d'augmenter les capacités de production, et puis l'investissement de renouvellement. Dans un régime de décroissance, même avec un G négatif, il faut continuer d'entretenir un minimum le capital productif. C'est-à-dire, ne serait-ce, alors bien sûr le capital public, mais même le capital privé. On ne va pas supprimer toute production, on va continuer de produire quand même pour que les gens puissent se nourrir, hein, ne serait-ce que pour ça. Et donc, même avec un G négatif, il faut continuer d'investir, et y compris qu'il y ait un investissement privé. Et en fait, on voit bien que si on a un taux de rendement négatif, non seulement il n'y aura plus d'investissement de capacité, ce qui est à peu près évident, mais ça, c'est pas incompatible avec la décroissance, mais surtout, il n'y aura plus d'investissement de renouvellement. Donc, l'activité productive va s'effondrer sans qu'on soit capable de la contrôler. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra qu'on contraigne le renouvellement du capital qui est usé. Et donc, puisque le rendement est négatif, ça ne peut plus être les agents privés qui le font. Donc, on voit bien qu'on a abouti nécessairement, avec le régime de décroissance, à une collectivisation des moyens de production, c'est-à-dire qu'il faut que les moyens de production, que l'investissement qui permettent d'augmenter le capital, ou en tout cas le préserver et de le renouveler, il faut qu'il soit public, collectif, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est incompatible avec la première propriété du capitalisme qui repose sur l'appropriation privée du capital. Okay, donc là on voit bien que, par un raisonnement simple, que la décroissance est incompatible avec le capitalisme, puisque elle suppose un rendement du capital négatif, et que ce rendement du capital négatif n'est pas compatible avec la survie du système lui-même. Et d'autant plus s'il est fondé sur l'investissement privé. Alors, donc là, comme on reste, et je vais y revenir tout à l'heure, mais comme on reste dans le cadre du capitalisme, on voit bien que le capitalisme ne peut pas nous permettre d'organiser la décroissance. Mais ça tombe bien, il y avait d'autres formes de conciliation de l'économie et de l'écologie. Et donc, on pourrait imaginer donc un capitalisme qui soit compatible avec la croissance et qui soit compatible avec l'écologie. Alors, c'est ce qu'on appelle du coup le capitalisme de croissance verte. Alors, est-ce que ce capitalisme, autrement dit, est-ce que cette économie de croissance verte, est-ce qu'elle est compatible avec le capitalisme? Est-ce que vraiment on peut, à partir du capitalisme, arriver à concilier l'économie et l'écologie? Alors, je vous propose de revenir sur ce qu'on a déjà dit, sur les conditions pour concilier l'économie et l'écologie. Et ça, on les a vues dans la séance 4, où on a étudié notamment le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz. Alors, ce rapport, c'est un rapport commandé par le gouvernement qui vise à comprendre combien ça coûterait d'organiser la neutralité carbone d'ici 2050.
Bon, on est en plein dans le sujet. Et donc, quelles étaient les conclusions de ce rapport? Souvenez-vous, c'était qu'il allait falloir financer un investissement considérable de plus de 2% du PIB. Et en plus, il ne se centrait que sur la question climatique. Si on devait rajouter tout un ensemble de questions écologiques qui se posent, eh bien, on aurait sans doute un volume d'investissement bien plus important, hein, de l'ordre sans doute peut-être de 4 ou 5% du PIB. Et donc, comme je l'ai dit à ce moment-là, ça coûtera très cher. Parce qu'augmenter l'investissement, ça veut dire baisser la consommation, toutes choses égales par ailleurs, hein, puisque le PIB, hein, c'est consommation-investissement. D'où l'importance de la croissance économique. Donc là, on sort de l'idée de décroissance, on dit il faut la croissance économique. Pourquoi il faut la croissance économique? Eh bien, pour atténuer les effets négatifs de la transition écologique sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une croissance économique, c'est de permettre d'augmenter le volume d'investissement sans porter atteinte de manière trop forte au niveau de vie des gens. Et c'est bien à ça que servirait la croissance, hein, dans ce modèle de capitalisme vert. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire la croissance c'est mal ou pas, ce n'est pas la question ici. La question c'est de se dire, si vous voulez augmenter l'investissement pour... Souvenez-vous, hein, qu'est-ce qu'on avait dit, pourquoi il fallait augmenter l'investissement? Parce qu'il fallait transformer tous nos systèmes productifs fondés sur les énergies carbonées en systèmes productifs qui ne produisent pas de carbone. Exemple, les voitures thermiques doivent devenir des voitures électriques. Et il faudrait faire ça pour toute l'industrie, pour toutes nos activités, il faudrait réussir à rénover nos bâtiments. Bref, il y a des volumes considérables d'investissements qui sont nécessaires. Et si on finance ces investissements dans un régime de décroissance, ça veut dire qu'il va falloir prélever encore davantage sur les ménages et ça ne sera pas soutenable, hein, c'est ça qu'on avait dit. Donc, pour atténuer le prélèvement sur les ménages, du coup, il faudrait une croissance économique. D'accord, très bien. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une croissance économique, vu qu'on a vu aussi que cette croissance économique elle a tendance à être faible? Et puis que le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz nous avait également dit que dans un cadre d'un renouvellement du système productif, c'est-à-dire de passer à l'électrification de certaines de nos machines, on n'allait pas gagner beaucoup en productivité. Autrement dit, l'heure de travail ne sera pas nécessairement plus productive avec des machines électriques qu'elle ne l'était avec des machines thermiques. Et on va falloir qu'on mette à la poubelle tout un ensemble de machines, hein. Donc les gains de productivité du travail seront faibles. Donc le niveau de croissance, ça sera difficile à avoir. Donc ça, c'est un... faut bien le garder en tête, hein. C'est pas parce qu'on dit qu'on veut la croissance qu'on aura de la croissance, hein. Pour avoir la croissance, il faut qu'on ait des machines plus efficaces et plus nombreuses. Mais là, l'objectif, c'est pas d'aller vers l'efficacité ou le nombre, c'est plutôt de changer la nature des machines. Faut bien comprendre cette histoire, hein. Donc ça veut dire que la croissance sera peut-être pas très forte, hein, mais en tout cas, les montants d'investissement, eux, seront importants. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut voir, c'est que les investissements ne seront pas que des investissements rentables. Par exemple, et ça aussi c'est dit par Pisani-Ferry-Mahfouz, ils expliquent dans leur rapport que le volume d'investissement donc considérable qui doit être mis en œuvre portera d'une part sur des entreprises privées, lorsqu'il s'agira d'investissements rentables. Par exemple, investir dans la production de voitures électriques, ça sera rentable, hein, parce qu'on va les vendre cher, hein, rassurez-vous, hein, ce ne sera pas gratuit. Mais par contre, des investissements comme par exemple la rénovation des bâtiments, ça ne sera pas rentable. En fait, ça ne sera pas rentable même pour les ménages. C'est-à-dire que quand vous avez à payer très cher pour rénover entièrement votre bâtiment et qu'après vous gagnez marginalement sur vos factures d'électricité, en fait, c'est ce qu'on appelle un investissement pas rentable. Jamais vous reviendrez, vous profiterez de cela. Donc, pour les investissements non rentables qui sont néanmoins nécessaires, alors on peut penser aussi au transport collectif. Enfin, il va falloir qu'on prenne moins la voiture, donc il va falloir qu'on ait de meilleurs transports collectifs, de meilleurs trains par exemple. Mais ça, c'est pas nécessairement rentable. Même s'il y a des offres de trains qui sont rentables, c'est pas eux qu'on a besoin d'aider. C'est aussi les petites lignes qui sont pas forcément rentables et qui sont nécessaires pour les gens. Donc, il va falloir qu'on ait un investissement aussi de la part de la collectivité, c'est-à-dire de l'État, et ça va entraîner un accroissement de l'endettement public. Ici, je vous donne les problèmes que pose la transition écologique dans le cadre du capitalisme, hein, d'un capitalisme de croissance, et en même temps, est-ce qu'il y a ici une contradiction fondamentale, comme il y avait tout à l'heure dans le capitalisme de décroissance? Moi, j'en vois pas. C'est-à-dire que, bien sûr, ça voudra dire que l'État devra être
financièrement très important, il devra beaucoup investir, mais ça on a vu qu'un État qui investit, c'est pas incompatible avec le capitalisme. Bien sûr, on va avoir un régime de croissance qui sera faible, mais ça aussi, le capitalisme, il arrive à survivre dans un régime de croissance faible, puisque c'est ce qu'on est maintenant depuis 15 ans, on est dans un régime de croissance faible. Et puis, le fait qu'il va falloir augmenter le niveau d'investissement globalement, et peut-être baisser le pouvoir d'achat des ménages, c'est pas non plus incompatible avec le capitalisme en fait. Donc ici, on voit les contraintes, on les a d'ailleurs illustrées dans les séances précédentes, donc ce n'est qu'un rappel, mais il n'y a pas fondamentalement, de mon point de vue en tout cas, sauf si j'ai oublié un truc, de contradiction avec les trois caractéristiques du capitalisme. Puisqu'il y a toujours des investissements rentables possibles dans le cadre de la transition. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde une autre question, qui à mon avis est sans doute la plus intéressante. Est-ce que le capitalisme néolibéral, celui dans lequel nous vivons, il est compatible avec la transition écologique? Et c'est ça, en fait, finalement, qui est important. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement du capitalisme, on parle d'une certaine forme de capitalisme, le capitalisme néolibéral. Alors, il va falloir le redéfinir. Alors ça aussi, on l'a déjà fait, mais je propose de le refaire, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Ce capitalisme néolibéral, il fonctionne à partir d'institutions, comme tout système capitaliste. Ces institutions, on peut les décrire très précisément, mais je voudrais en retenir que quelques-unes qui sont vraiment au cœur du système. D'abord, l'institution fondamentale du capitalisme néolibéral, c'est le marché. Alors, le marché, bien sûr, c'est une institution fondamentale du capitalisme en général. Sauf que le capitalisme néolibéral, donc contemporain, il fait jouer au marché des rôles très spécifiques. Le premier rôle qui est censé permettre le marché dans le capitalisme néolibéral, c'est de créer un système de prix qui constitue des incitations pour coordonner les comportements. Alors, j'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un prix? Un prix, c'est le produit de l'offre et de la demande sur le marché, mais c'est aussi quelque chose qui va modifier votre comportement. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose voit son prix augmenter, on a tendance à moins l'acheter et puis à se reporter sur des produits qui sont moins chers. Et donc les prix, c'est des mécanismes d'incitation. Et ça, le capitalisme néolibéral, il veut organiser et coordonner l'ensemble des comportements par les prix. C'est-à-dire qu'il va mettre au cœur de la coordination les prix, quitte à oublier d'autres aspects de coordination sociale, d'autres institutions qui peuvent aussi coordonner les comportements. Je vous prends un exemple, puisqu'on en a parlé, la taxe carbone, ou le marché carbone, c'est un peu la même chose. Bon, les théoriciens des ressources, qui sont des théoriciens néolibéraux, comme Nordhaus, dont on a parlé dans une séance, dans la troisième séance, il me semble, ils disent simplement la chose suivante: si vous voulez arriver vers une neutralité carbone, alors le mécanisme le plus simple à utiliser, même le seul mécanisme qu'ils préconisent, c'est d'avoir un prix du carbone suffisant pour organiser des incitations et permettre des ajustements et l'économie, économiser à partir de ça les ressources pétrolières et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on va, dans le cadre du capitalisme néolibéral, compter sur les prix de marché, quitte à les ajuster avec des taxes carbone pour transformer les comportements. Alors cette idée repose aussi sur une autre idée, qui est au cœur du capitalisme néolibéral, qui est la logique coût-bénéfice. Et ça aussi, Nordhaus, il en parle, il dit toujours, souvenez-vous, je crois que j'en ai parlé dans la séance 3, Nordhaus dit, au fond, on ne doit pas sortir du calcul économique pour organiser la transition écologique, il faut toujours démontrer que le coût du non-changement est supérieur au coût du changement si on veut organiser le changement et la transition. Donc tous les choix opérés, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont fondés sur cette logique coût-bénéfice qui est elle-même calculée à partir des prix de marché. Donc ça veut dire que les prix de marché sont des éléments d'incitation, mais c'est aussi les éléments centraux du calcul qui va permettre de déterminer nos choix. Ça, j'en ai déjà parlé, mais il y a un autre aspect du marché dont il faut que je parle, parce qu'à mon avis, il est au cœur du problème, c'est le principe d'unicité du prix. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
L'unicité du prix, c'est de dire que chaque objet a un prix qui est le même pour tout le monde, et quel que soit l'usage qu'on fait cet objet. Un litre d'essence vaudra toujours le même prix. Alors bien sûr, on sait qu'un litre d'essence ne vaut pas toujours le même prix, parce que selon la station d'essence où vous allez avoir des prix plus faibles ou plus forts, hein, et ça va changer marginalement. Mais globalement, il y a une forme de convergence du prix pour quasiment tous les biens qu'on peut acheter. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un litre d'essence à 1 euro. Enfin, un litre de gasoil à 1 euro. On ne trouvera nulle part ça, a priori. Ou même, on ne va pas trouver un litre de gasoil à 5 euros. Les prix vont avoir tendance à converger. Comment ils convergent? Bien, par l'intermédiaire du jeu de l'offre et la demande, hein, qui fait que, bien sûr, si vous vendez votre gasoil à 5 euros, plus personne n'achètera votre gasoil, donc vous êtes obligé, si vous voulez continuer votre activité, de baisser le prix. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on vous vend du gasoil, on ne vous dit pas pour quel usage vous allez l'utiliser, si c'est pour un usage légitime ou non, et on ne vous vend pas le gasoil plus ou moins cher en fonction de vos revenus. Le gasoil vaut toujours le même prix. Et c'est ça que j'appelle l'unicité du prix. C'est-à-dire que dans un écart assez faible en fait, des prix qu'on peut trouver sur le marché, parce qu'on peut trouver un même bien à différents prix, bien entendu, si on est un peu malin, c'est d'ailleurs ça qu'on fait en général, mais on ne va pas trouver des prix différents selon ses propres revenus, selon ses propres usages. Globalement, on pourra dire qu'un bien vaut à peu près ce prix-là. Alors pourquoi c'est important dans le système néolibéral? Eh bien parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce système de prix de marché, c'est d'organiser des institutions, de permettre à éclairer les choix. Mais une fois qu'on a fait des choix, il faut être capable de démontrer que le choix qu'on a fait était le bon. On a donc besoin d'évaluer la performance de nos choix. Et comment fait-on pour évaluer la performance de nos choix? Eh bien, on calcule son patrimoine. On dit, voilà, grâce à mes choix économiques, eh bien, j'ai acquis tel bien, tel autre bien, etc. Et maintenant, en fonction du prix de ces biens, leur valeur en fait, eh bien, je vais calculer un patrimoine. Et si j'arrive à démontrer que mon patrimoine d'aujourd'hui est supérieur à mon patrimoine d'hier, eh bien, c'est que j'ai fait les bons choix. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une association, c'est vrai pour un État, c'est vrai pour un ménage en fait, hein, pour une personne. C'est-à-dire que si on fait des bons choix, eh bien on se retrouve plus riche, et si on fait des mauvais choix, on se retrouve plus pauvre. Mais comment on calcule le fait qu'on est riche ou pauvre? On regarde la valeur de ce qu'on possède. C'est ça l'idée. Donc si on possède des choses qui ont une valeur élevée, eh bien on est plus riche que si on possède des choses qui ont une valeur faible. Et donc pour calculer la valeur de ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les prix de marché. Donc les prix de marché sont au cœur du système néolibéral parce qu'ils déterminent la valeur et qui permettent de quantifier les patrimoines. Que fait le magazine américain Forbes lorsqu'il fait la liste des personnes les plus riches du monde? Eh bien, il connaît le patrimoine de ces personnes, c'est-à-dire le nombre d'actifs qu'ils possèdent, le nombre d'actions de leur entreprise qu'ils possèdent, le nombre de propriétés qu'ils possèdent. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'on a 10 millions d'actions L'Oréal, par exemple, qu'on connaît la valeur de notre patrimoine. Pour connaître la valeur de notre patrimoine, il faut connaître la valeur de chaque action. Comment fait-on pour connaître la valeur d'une action L'Oréal? Ben, on regarde le cours de la bourse. Si la valeur d'une action L'Oréal est à 50 euros et qu'on possède 10 millions d'actions L'Oréal, eh bien 10 fois 50, ça fait 500, donc on a 500 millions, hein, je crois, c'est ça, de patrimoine. Donc c'est comme ça qu'on fait en fait, pour calculer le patrimoine. Et c'est comme ça qu'on évalue la qualité de nos choix en fait. Le système néolibéral, c'est un système dans lequel le marché va être à la fois, si je résume, un système d'incitation qui va coordonner les choix, le point d'entrée de nos calculs et de nos choix. C'est-à-dire qu'on va décider de nos choix économiques à partir des prix de marché. Et puis ça va être aussi le mécanisme qui va permettre d'évaluer nos choix, la pertinence de nos choix, en quantifiant la valeur des patrimoines, la valeur de tout ce qui existe. Alors vous voyez, j'ai résumé le néolibéralisme à ça en fait. Alors c'est un résumé très résumé, parce que bien sûr les gens diraient le néolibéralisme, c'est la financiarisation de l'économie, c'est plein de choses, mais en réalité toutes ces choses-là, la mondialisation, etc., mais toutes ces choses-là, en fait elles sont déduites de ces caractéristiques fondamentales que je viens de décrire. De faire du marché le mécanisme de coordination
de l'ensemble de la société et le mécanisme d'évaluation des choix des acteurs économiques. C'est la thèse que je défends dans ce bouquin, hein, c'est pour ça que je vous en parle ici. Et donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce que si on utilise le marché de cette façon, c'est-à-dire non pas comme un lieu d'échange, mais comme un lieu de quantification de la valeur et comme un lieu où va s'organiser les choix des gens, est-ce que si on part de cela, on peut arriver à organiser la transition écologique? Et là, on aura la réponse, est-ce que le capitalisme néolibéral est donc compatible ou non avec la transition écologique? Alors, je vais essayer de vous répondre par la négative. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le capitalisme néolibéral n'est pas compatible avec la transition écologique. D'abord parce que le marché ne peut pas évaluer certaines choses. Et donc, s'il n'évalue pas correctement certaines choses, l'idée de faire du marché l'institution qui va nous permettre de coordonner nos choix, ça va évidemment poser problème. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas évaluer? Alors ça aussi, je crois qu'on en a un peu parlé auparavant, mais pensez que l'organisation de la transition écologique, ça veut dire être capable de gérer la limitation de nos ressources non renouvelables. C'est ça, c'est un élément très important, hein. Je crois que j'en ai parlé, c'est l'un des 3 éléments les plus importants. Alors, on pourrait les redire, les 3 éléments les plus importants, c'est limiter les pollutions, les gaz à effet de serre, deuxième, c'était préserver les écosystèmes, et troisième, c'était gérer la pénurie. Et la pénurie des ressources non renouvelables, qui forcément, comme elles sont non renouvelables, plus on les extrait, plus on en perd. Comment le marché évalue-t-il la valeur des ressources non renouvelables? En fait, il évalue le coût d'extraction de ces ressources. C'est-à-dire que ce qui détermine le prix du pétrole, c'est en grande partie le coût des industriels du pétrole à extraire un baril de pétrole. C'est-à-dire que par exemple, lorsque certains puits s'épuisent, de pétrole s'épuise, eh bien il faut ouvrir de nouveaux puits qui sont plus coûteux. Hein, donc ça va faire augmenter le prix du pétrole. Par exemple, il va falloir exploiter les sables bitumineux du Canada. Bon ben, on sait qu'ils coûtent cher à extraire, enfin c'est pas qu'ils coûtent cher à extraire, c'est qu'il faut les raffiner, il faut enlever le sable, hein, parce qu'ils sont mélangés, le pétrole est mélangé avec du sable, donc il faut le raffiner, et donc ça coûte plus cher que si on creuse un puits en Arabie Saoudite. Mais on sait que le pétrole qui est facile d'extraire, ça s'amenuise, c'est-à-dire que les ressources en pétrole d'extraction facile s'amenuisent, donc on est obligé d'aller toujours plus loin dans des nouveaux systèmes d'extraction. Donc ça veut dire que c'est le coût d'extraction qui détermine la valeur des ressources non renouvelables. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'en réalité, même si ce coût d'extraction va augmenter au fur et à mesure qu'il y aura des pénuries, ça n'est pas un coût de production. C'est-à-dire que ce qui est extrait n'est pas produit. Ça veut dire que ces ressources, une fois qu'on les extrait et qu'on les brûle pour le pétrole, qu'on les utilise, elles disparaissent en fait. Et donc, normalement, d'après la théorie économique standard, souvenez-vous, j'en ai parlé quand j'ai parlé de la question des ressources, la question qui devrait être au cœur du choix économique, c'est moins on a de quantité de ressources, plus on devrait leur donner de la valeur. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est certes une logique où la valeur augmente, mais uniquement par rapport au coût d'extraction, pas par rapport à la quantité qui nous reste à exploiter. Et donc ça veut dire qu'on pourrait épuiser totalement nos ressources non renouvelables, il suffit que le coût d'extraction soit suffisamment faible, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Imaginez qu'on ait des pommes qui soient non renouvelables, à chaque fois, il suffit de se baisser pour en récupérer une. Bon, ça veut dire que la valeur ne va pas être très élevée, mais en fait, en théorie, même si on se baisse, la dernière qu'on prendra, elle aura la même valeur que la première qu'on aura prise, parce que ce ne sera pas plus difficile à prendre, mais n'empêche que la dernière qu'on aura prise, ce sera la dernière. Et donc, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas lui donner la même valeur que la première pomme qu'on a prise lorsqu'il en restait plein à prendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le système de valorisation des ressources non renouvelables par le marché, il n'est pas pertinent. Il ne donne pas la valeur réelle, qui est le fait que la ressource non renouvelable en question voit sa quantité diminuer au fur et à mesure qu'on l'exploite et qu'on l'extrait. Deuxièmement, on peut poser la même chose sur les émissions des gaz à effet de serre et la pollution. Qu'est-ce que le coût des émissions de gaz à effet de serre? Alors on en a déjà parlé, et en fait,
on ne sait pas comment le calculer. Mais est-ce que le marché peut nous donner une indication du coût de la pollution et du coût des émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, non. C'est impossible, et le marché ne peut pas le faire, parce que le marché il décide du prix par rapport à l'offre et la demande du temps présent, c'est-à-dire des agents actuels, hein, c'est eux qui décident de la valeur par leurs opérations de marché, mais les coûts de la pollution, ils seront supportés par des générations qui, pour certaines, ne sont pas nées, et qui donc n'ont pas voix au chapitre. Et donc, si on veut quantifier le coût des pollutions que nous produisons, des déchets que nous produisons, dont les gaz à effet de serre, mais plein d'autres choses, il faudrait qu'on soit capable de calculer sur une longue période, hein, une longue durée, combien ça nous coûte. Il faudrait que des agents qui ne sont pas encore nés puissent nous dire bah, écoutez, moi ça m'embête que vous ayez émis des gaz à effet de serre aujourd'hui, mais ils n'appartiennent pas au marché. Donc là, il s'agit d'une véritable externalité, mais pas d'une externalité telle qu'on en a parlé, c'est une externalité où il y a des personnes bien définies qui se plaignent de voir leur niveau de vie baisser parce qu'on a pollué leur terre ou leur rivière. Là, il s'agit de gens qui n'existent pas encore. Et donc, il est évident que c'est impossible, que le marché ne peut pas prendre en compte les pollutions qui ne pèsent pas encore sur des gens qui ne sont pas encore nés, mais qui pèseront sur ces personnes plus tard. Donc, le coût réel des émissions et de nos déchets ne peuvent pas être calculés par un marché qui, par définition, ne s'occupe que des agents économiques d'aujourd'hui. Troisième élément, les différents usages d'une même ressource n'ont pas les mêmes effets environnementaux et ne devraient donc pas avoir les mêmes prix. Tout à l'heure, je vous ai dit, le principe du prix unique, c'est au cœur de la dynamique néolibérale, parce qu'il faut être capable de quantifier la valeur. C'est-à-dire que si vous aviez, oui je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais si vous avez différents prix pour une même marchandise, par exemple un litre de gasoil, bon on sait ça vaut 2 €, mettons que ça vaut à peu près ça. Bon ben, vous avez au patrimoine 100 litres de gasoil, ben, faisons comme tout à l'heure, hein, 100 x 2 ça fait 200 € de patrimoine. Bon, mais si vous aviez différents prix pour le gasoil, alors comment vous faites pour calculer la valeur de votre patrimoine? En fait, le gasoil peut valoir 0,50 centimes, ou 2 €, ou 5 €, ou 200 €, je ne sais pas. Donc, comment vous faites pour calculer la valeur de ce que vous possédez si vous avez différents prix pour une même marchandise? C'est impossible. Donc, le principe de différencier les prix est incompatible avec le logiciel néolibéral tel qu'il est conçu. Mais nous, on a besoin de différencier les prix. On a besoin de différencier les prix parce que, selon l'usage qu'on va faire de ce litre de gasoil, on peut avoir des conséquences très positives à l'avenir. Par exemple, si vous utilisez cette énergie pour rénover les bâtiments, ben, ça va être compatible avec la transition écologique. Et donc, ça va entraîner une baisse, finalement, des émissions de gaz à effet de serre, et ça sera quelque chose qui sera utile à l'avenir. Mais si vous utilisez ce litre de gasoil juste à faire une course avec votre voiture ou à faire n'importe quoi, ou vous le brûlez dans votre jardin, ben là, ça émettra pour rien. Donc, ça sera un coût, mais ça ne sera pas un bénéfice. Si on veut reprendre la logique du néolibéralisme telle qu'elle est censée fonctionner, c'est toujours un calcul coût-avantage qui est au cœur du néolibéralisme. Bon, eh bien on voit bien qu'un litre de gasoil peut être utilisé de manière à produire beaucoup plus d'avantages que de coûts, mais il pourrait tout à fait être utilisé de manière à produire des coûts sans aucun avantage. Donc il ne faudrait pas qu'il ait le même prix, quelque part. Ou alors il faut qu'on fasse confiance à chaque individu pour que son coût et son avantage personnel soient exactement le même que celui de la société. Mais ce n'est pas le cas, en fait. C'est pas parce que si moi j'ai envie juste de faire un rodéo avec ma voiture en bas de chez moi, bon c'est interdit les rodéos, mais si j'ai juste envie de faire des tours du rond-point, juste pour consommer de l'essence, ou je ne sais quoi, bon qu'est-ce qui m'interdit de le faire? Personne. Donc le problème qu'on a, c'est que si on veut être efficace du point de vue de la transition écologique, il faudrait que les ressources non renouvelables qu'on possède, et notamment les ressources carbonées, soient utilisables, soient utilisées dans des usages qui seront compatibles avec la transition écologique et qu'elles ne soient pas utilisées à des usages qui sont contradictoires avec cette transition écologique. Et ça veut dire que par exemple, quand vous utilisez un litre de gasoil pour quelque chose qui n'est pas bon, ben, soit vous n'avez pas le droit de l'acheter, soit vous l'achetez à un coût suffisamment important pour que le calcul coût-avantage fasse que ça vaille vraiment le coup, en quelque sorte, de faire ce que vous voulez faire. Donc on devrait avoir, en fonction de l'usage, voire en fonction de la personne, des prix différents. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, il me semble, mais ça existe en partie
dans nos systèmes. C'est-à-dire que notre système, évidemment, n'est pas totalement néolibéral. C'est par exemple le cas du gasoil non routier, le gasoil qu'utilisent les agriculteurs. On considère qu'utiliser du gasoil pour faire fonctionner un tracteur qui produit à manger, ça a plus de légitimité qu'utiliser du gasoil dans la vie de tous les jours. Alors, que ce soit vrai ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas, le gasoil non routier n'est pas taxé de la même façon et donc n'a pas le même prix que le gasoil routier. Alors d'ailleurs, il est question de vous faire converger, c'est-à-dire de faire payer aux agriculteurs le même prix que les autres. Ça faciliterait beaucoup de problèmes parce que vous savez que vous pourrez tout à fait utiliser le gasoil non routier à un usage routier et du coup, vous fraudez le fisc en fait. Hein. Voilà, mais on a cette idée qui existe déjà. De la même façon qu'on peut avoir par le système de taxation, faire en sorte d'augmenter le prix pour certaines personnes. C'est le principe même des chèques énergie, où finalement l'énergie sera moins chère parce qu'on va vous rembourser une partie de votre facture énergétique. Donc on va faire en sorte que, parce que vous avez des besoins spécifiques et que vous êtes plus pauvre, eh bien vous pouvez bénéficier d'un tarif énergétique plus faible. Mais on ne le fait pas en changeant le prix, on fait juste en vous remboursant une partie du prix. Donc cette idée existe déjà. Mais il faudrait la démultiplier en quelque sorte, parce que c'est plutôt une exception à la règle, plutôt qu'une règle fondamentale. Donc ce que je veux vous dire, c'est que cette idée sur laquelle le marché doit être l'élément qui détermine les prix, qui eux-mêmes déterminent les incitations, et en même temps déterminent la valeur de toute chose, ce mécanisme-là, de mon point de vue, il n'est pas compatible avec la transition écologique. Il va falloir qu'on fasse en sorte, en quelque sorte, de changer profondément le système d'allocation. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le marché, on va le voir, mais en tout cas, ce n'est pas le marché qui va déterminer l'ensemble de nos comportements, parce que dans ce cas, on n'aura jamais une vraie quantification du coût de nos émissions et de nos déchets. On ne saura jamais quelle est la valeur réelle des ressources non renouvelables qu'on extrait, parce que finalement, le coût d'extraction n'est pas égal à la véritable valeur. Et puis, on n'incitera pas forcément aux usages les plus intéressants pour l'avenir. Bon, alors, il est 7h moins 5, et donc je voudrais répondre à la question sous la forme de grands principes qu'on pourrait mettre en œuvre pour organiser une économie écologique. Et ces grands principes, s'ils ne sont pas compatibles avec le néolibéralisme, eh bien, ils pourraient être éventuellement compatibles avec le capitalisme. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ces grands principes sont inspirés librement de la conclusion de ce livre. Je vous le remontre, voilà. Je remonte aussi à la vidéo, parce qu'après tout, mon éditeur sera content. C'est en conclusion que j'essaye, en fait, parce que le livre, c'est Déclin et chute du néolibéralisme. Donc j'essaye de faire l'analyse du néolibéralisme, alors que je vous ai très brièvement résumé. Hein. Et une autre analyse que je ne vous ai pas du tout faite, c'est pourquoi est-ce que ce néolibéralisme est en crise. Mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin, donc je ne vais pas en parler. Mais à la fin du livre, j'essaie de dire, ce serait quoi une économie post-néolibérale, en quelque sorte. Et l'idée que j'ai en tête, c'est quelles sont les institutions incompatibles avec le néolibéralisme qu'on pourrait mettre en place pour organiser, alors je parle dans le livre plutôt d'une économie démocratique, mais ici, en fait, vous allez voir que c'est aussi ce qu'il faudrait faire si on veut concilier l'économie et l'écologie. Donc je vous propose de réfléchir à certains objectifs et à certains moyens qu'il faut avoir pour accomplir ces objectifs. Alors tout d'abord, revenons sur l'objectif d'une économie écologique. On l'a vu, une économie écologique, c'est une économie circulaire, c'est-à-dire une économie qui produise le moins de déchets possible, en tout cas qui réutilise ces déchets pour produire de nouvelles ressources, qui va limiter donc la logique extractiviste, c'est-à-dire le fait d'extraire des ressources non renouvelables de son environnement, et qui va donc polluer moins et être plus durable sur le plan écologique et environnemental. Alors, si on en croit les économistes néoclassiques, si on veut organiser la neutralité carbone en 2050, il suffit de mettre une taxe carbone, et puis comme ça, ça va naturellement arriver à une économie écologique. Bon, nous, on a compris que la taxe carbone, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une taxe carbone, par ailleurs, hein, mais parce que, oui, pourquoi pas, augmenter le prix du carbone pour désinciter les gens à utiliser des énergies carbonées. C'est très bien, mais le souci qu'on va avoir immédiatement, c'est le problème gilet jaune, si je puis dire. C'est-à-dire que
si on met la même taxe carbone pour tout le monde, eh bien certains vont pouvoir continuer de polluer comme ils veulent parce qu'ils auront suffisamment d'argent, puis d'autres vont plus pouvoir vivre. Donc il y a ici un souci fondamental qui est que, là aussi la logique, le prix unique pour tout le monde, le même prix pour tout le monde, ça va coincer. De la même façon, il faudrait pouvoir discriminer les usagers, c'est-à-dire en fonction de l'argent que vous avez, la taxe, vous pourrez plus ou moins la payer, donc du coup ça va poser problème, et puis aussi les usages. Alors, encore une fois, si on veut organiser, privilégier nos énergies carbonées à des choses qui sont essentielles, comme la rénovation des bâtiments, eh bien, il faudrait qu'on ait un système pour que lorsque le pétrole est utilisé pour cela, eh bien, il est moins coûteux que lorsqu'il est utilisé pour quelque chose qui nous éloigne de la perspective d'une économie circulaire. Donc comment fait-on? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si, au-delà de la taxe carbone, en fait, pour parvenir à cette économie circulaire? Eh bien, si on prend la question des énergies carbonées, il faut, si on a un quota carbone, si on raisonne de manière logique, on a un quota carbone. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on émette plus d'une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère pour éviter un réchauffement à 4 ou 5 degrés. Aujourd'hui, pour le faire, on dit aux gens, faites ce que vous voulez, seulement si vous utilisez des énergies carbonées, eh bien vous paierez une taxe en plus. Bon, ce qui se passe, c'est que les riches, ils peuvent payer les taxes qu'ils veulent et faire du tourisme spatial sans aucun problème, puis les pauvres, ils ont du mal à vivre. Donc, on se trouve coincé, parce qu'on ne peut pas avoir une taxe carbone suffisamment importante, parce que sinon, on a les gilets jaunes, et puis on a une révolte sociale. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le prix, on doit sortir du prix, en fait, comme système d'allocation. C'est-à-dire que le système d'allocation ne peut pas reposer uniquement sur le prix, puisqu'il va être totalement injuste pour certains et inopérant pour d'autres. Bon, comment fait-on pour allouer une ressource sans passer par le prix? Il faut une allocation qui soit non marchande, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité décide, alors bien sûr, on va le voir, après une négociation, après concertation, après discussion, après débat, après vote sans doute, il faut que la collectivité décide de l'allocation de nos derniers quotas carbone qu'il faut. Vous savez, il y a ces militants qui disent « Stop oil now », arrêtez le pétrole maintenant. Mais on sait que c'est absurde d'arrêter le pétrole maintenant, parce que si on arrête le pétrole maintenant, on ne pourra pas rénover nos bâtiments. On a besoin du pétrole pour certaines choses essentielles pour la transition. C'est-à-dire que la transition, c'est un processus. Et ce processus, il nécessite des investissements. Et il nécessite donc de l'énergie. Et donc, notamment, de l'énergie carbonée. Donc la question n'est pas de savoir, n'est pas d'arrêter le pétrole maintenant. La question, c'est que les ressources pétrolières et énergétiques carbonées qu'on possède, il faut qu'elles soient exclusivement utilisées dans des productions qui servent à la transition écologique, et que lorsque ce n'est pas nécessaire pour la société, ou lorsque c'est nuisible, eh bien il ne faut pas qu'elles soient utilisées. Et donc ça veut dire que ce n'est pas celui qui a l'argent qui décide, c'est l'État ou la collectivité qui décide comment utiliser les énergies carbonées, qui a le droit de les utiliser et qui n'a pas le droit. Alors bien sûr, il peut mettre un prix derrière, mais c'est-à-dire qu'il peut faire payer aux gens, bien sûr, mais ce n'est pas le prix qui est le déterminant de l'allocation. C'est la même chose par rapport aux ressources non renouvelables. Si on considère que les ressources non renouvelables sont en quantité limitée, le cuivre par exemple, on a des ressources en cuivre limitées dans la planète. Bon, si on dit, celui qui a de l'argent, il achète mon cuivre et puis c'est basta, eh bien peut-être qu'on aura besoin de cuivre auprès de personnes qui n'ont pas l'argent pour l'acheter, et du coup, comment fait-on? Et puis inversement, ceux qui ont l'argent pour acheter le cuivre, ils pourront en faire n'importe quoi, y compris des usages qui ne sont pas pertinents. Et donc ça veut dire que ces choses-là, qui sont quantitativement limitées, ne peuvent pas être gérées par le marché. Alors ça ne veut pas dire que le marché, je y reviendrai, ne peut pas gérer certaines choses, mais ces émissions d'énergie carbonée ou ces ressources non renouvelables dont on voit la fin, eh bien, on ne peut pas dire celui qui a l'argent peut les acheter et en faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire qu'il faut un contrôle collectif de l'allocation des énergies carbonées ou des ressources non renouvelables, parce que le marché ne peut pas connaître leur véritable valeur. Et organiser une économie circulaire, c'est aussi être capable de mettre en place des véritables filières de recyclage. Aujourd'hui, ces filières de recyclage, elles ne fonctionnent pas. Pourquoi elles fonctionnent mal? Pourquoi elles fonctionnent mal? Parce que, en fait, ce qu'on produit a moins de valeur
que ce que ça a coûté pour le produire. C'est toujours ce problème de coût-bénéfice. En fait, si vous voulez recycler certains matériaux, certains produits, certaines marchandises, on pourrait recycler plein de trucs en fait, hein, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le coût qu'on a passé à recycler est supérieur à la valeur de ce qu'on produit, des ressources qu'on produit. Donc dans ce cas-là, si on attend que le marché il aille spontanément vers l'économie circulaire en recyclant nos déchets, on n'y arrivera jamais en fait, hein, puisque finalement c'est une activité qui est pas simplement qu'elle n'est pas rentable, c'est qu'elle est coûteuse et qu'elle ne produit aucune rentabilité. Bon on sait ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut que la collectivité se charge de faire ce qui n'est pas rentable. Donc il faudrait que les filières de recyclage soient organisées par les collectivités. Mais ça coûte très cher. Ça coûte. Alors c'est déjà un peu ce qui se passe, puisque finalement la gestion des déchets est faite par les municipalités. Mais la gestion des déchets, souvent repose aussi sur les entreprises privées qui vont organiser parfois le traitement et qui vont recycler que ce qui est facile à recycler, ce qui est peu coûteux à recycler. Par exemple les bouteilles en plastique ou les bouchons en plastique, ça ils adorent parce que c'est très facile à recycler. Mais par contre, tout ce qui est un peu compliqué, ils vont le laisser à la collectivité ou simplement l'enfouir parce que après tout, c'est encore la façon la plus simple de se débarrasser de ces déchets. Mais donc, si on veut vraiment rentrer dans une économie circulaire, il va falloir accepter de payer pour la circularité. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce qu'en fait, l'extraction qui n'a pas de coût, ou qui a un coût très faible, finalement, le marché n'évalue pas forcément correctement la valeur. Je donne un exemple. Le cuivre qu'on extrait, ça ne coûte pas si cher à extraire. La tonne de cuivre, alors, elle coûte cher quand même à extraire, mais si on devait recycler tous nos petits appareils électriques pour en extraire le cuivre, ça coûterait plus cher que d'extraire directement dans les mines. C'est la raison pour laquelle on ne recycle pas tout correctement. Et ça, on revient au problème de tout à l'heure, c'est-à-dire que le cuivre dans les mines, finalement, il est plus simple d'accès parce qu'on ne connaît pas sa valeur que le cuivre dans nos objets du quotidien qu'on pourrait recycler. Alors si on attend de ne plus avoir de cuivre dans les mines pour créer ces filières de recyclage, vous voyez bien le problème. Déjà on va beaucoup polluer parce que les mines ça pollue énormément, parce que c'est uniquement des énergies carbonées qui creusent les mines. Et d'autre part, la filière, il faut bien l'anticiper. Et donc il faudrait qu'on arrive à davantage organiser du recyclage en investissant. Et c'est à la collectivité d'investir. Il faut aussi bien sûr trouver des technologies pour recycler tout ce qu'on ne peut pas recycler aujourd'hui. Dernier élément, si on veut arriver vers une économie circulaire, il faudrait qu'on ait une comptabilité écologique. Aujourd'hui, je l'ai dit, la comptabilité, c'est la valeur décidée par le marché qui détermine le patrimoine. C'est ça la comptabilité, finalement. Quand on fait un bilan d'entreprise, regarde, on évalue le patrimoine, à la fin de l'année, voilà combien vous avez de valeur, et puis si vous avez dégagé une valeur positive, eh bien c'est bien, vous avez fait du profit. Et on n'évalue évidemment pas le caractère écologique de ce qu'on possède, puisque seul le marché détermine les prix et la valeur des choses. Si on voulait faire une comptabilité écologique, par exemple, ça serait de dire, eh bien écoutez, voilà, vous produisez avec tant de proportion de ressources recyclées, je ne sais pas, par exemple avec 20%, maintenant vous produisez avec 25%, eh bien là vous avez gagné quelque chose, vous êtes allé en direction de l'économie circulaire, donc on pourrait calculer par la comptabilité le degré de circularité des marchandises produites. C'est-à-dire, degré de circularité, c'est-à-dire combien dans les marchandises produites il y a une part d'économie circulaire dedans. Ça veut dire que la calcul coût-avantage, il se fonde sur autre chose que la valeur des patrimoines qu'on possède. On peut le faire, mais d'un autre côté, comment on va faire pour valider cela? Quelles institutions il faudrait pour que les acteurs privés aillent spontanément vers la circularité? Il faudrait que ça soit rémunéré en quelque sorte, ou qu'il y ait des systèmes, de forme de rémunération lorsque on augmente le degré de circularité de ce qu'on produit. Bon, comment on fait? Il nous faut des institutions pour le faire. Donc organiser une économie circulaire, vous voyez, ça implique forcément de sortir de la logique néolibérale telle que j'ai décrite tout à l'heure. Il y a d'autres choses qui sont au cœur du débat ici. Donc je vais parler maintenant de deuxième principe. Le deuxième principe, on l'a vu dans la séance 4, c'est la question du rapport entre marché et société. Alors dans la séance 4, on a parlé de Karl Polanyi et on a parlé du fait de la théorie du désencastrement. Alors c'était, pour ceux qui regardent dans leurs notes, c'était avec Hélène Torgmann. Souvenez-vous,
Hélène Torgmann qui a écrit un livre sur, je ne sais plus, c'est sur la croissance verte, mais je crois que c'était l'illusion ou je ne sais plus quoi. Enfin, je ne me souviens plus du titre du livre. Bon. Torgmann nous disait, on ne peut pas tout évaluer à partir de la quantification marchande. C'était ça sa question. Et notamment, il y a des ressources, et ça c'est la thèse de Polanyi, dont on veut quantifier la valeur et l'allocation par le marché, alors que ce ne sont pas des marchandises. C'est ce qu'il appelle les marchandises fictives. Alors, si je reviens à la thèse de Polanyi, elle est la suivante. Lorsque on veut construire une économie de marché, aujourd'hui, on a besoin de gérer, quand on est une entreprise, on a besoin de gérer tout ce qu'on a comme si c'était des marchandises. Par exemple, on a besoin de produire des marchandises, donc qui ont pour vocation d'être vendues, d'être mises sur le marché. Mais pour quantifier la valeur de ce qu'on a et pour organiser notre bilan, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il nous faut aussi des marchandises en input, en intrant, c'est-à-dire le travail, le capital, la terre, les ressources naturelles, etc. Donc il faut qu'on gère, comme si c'était des marchandises, des choses qui n'en sont pas. Le travail, les ressources naturelles, etc. Et donc on va inventer ces marchandises fictives pour que finalement nos systèmes y fonctionnent selon la logique capitaliste, et j'ajouterai donc la logique néolibérale. Ces marchandises, les marchandises, il est normal de les gérer comme des marchandises, puisque ça en est. Il est normal que le marché détermine la valeur des marchandises. Alors qu'est-ce qu'on appelle marchandises? C'est tout ce qui a été produit dans le but d'être vendu, c'est-à-dire qui a été produit pour la vente, pour le marché. En revanche, si on veut désencastrer le marché de la société, il faut que ce qui n'est pas des marchandises, c'est-à-dire par exemple le travail, ne soit pas géré comme des marchandises. Donc il faut être capable, pour désencastrer le marché de la société, pour réencastrer le marché dans la société, c'est ça qu'on veut faire, on veut mettre le marché au service de la société et non pas la société au service du marché. Donc on veut remettre le marché dans la société, ce qui s'en est extrait. Eh bien, il faut que certaines choses qui ne sont pas des marchandises ne soient pas gérées comme des marchandises. Il faut en quelque sorte que notre système social et politique ne soit pas entièrement conditionné par les forces du marché pour s'organiser entièrement. Donc ça veut dire que les ressources naturelles, qui ne sont pas des marchandises, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été produites. C'est des ressources naturelles, elles n'ont pas été produites, donc du coup, elles ne sont pas dans la définition de la marchandise qui est tout ce qui a été produit dans le but d'être vendu. Elles n'ont pas été produites, donc ce ne sont pas des marchandises. Le travail, on ne fait pas des enfants pour les vendre ou pour leur force de travail, donc on ne produit pas du travail dans le but de le vendre. Les services publics ne sont pas non plus des marchandises, dans le sens où on ne produit pas des services publics pour les vendre, justement, puisque d'ailleurs ils sont en général alloués sous d'autres modalités que la vente. Donc, l'important de réencastrer le marché dans la société, c'est d'utiliser le marché, de préserver le marché comme outil de gestion des marchandises, mais tout ce qui n'est pas des marchandises ne doit pas être soumis aux lois du marché. C'est ça l'idée principale. Alors pourquoi préserver le marché? Parce qu'on pourrait dire, écoutez, monsieur Kella, vous êtes gentil, mais vous avez expliqué que le marché, ça ne marchait pas, qu'il y avait plein de défaillances de marché. Pourquoi voulez-vous préserver le marché? Après tout, il n'y a qu'à supprimer le marché. Et là, je vais y revenir. On est quand même, n'oublions pas que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comment préserver, comment mettre en place un capitalisme qui soit compatible avec l'écologie. Si je supprime le marché, je supprime le capitalisme. Il y a besoin d'un marché pour avoir du capitalisme. On a vu pendant la période des 30 Glorieuses que le capitalisme, parce que c'était un régime capitaliste, était compatible avec le fait de démarchandiser une partie de nos ressources productives. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses, avec le système de Bretton Woods, les valeurs des monnaies n'étaient pas décidées par les marchés financiers, mais par les États. Les accords de Bretton Woods font des États, dans le cadre du Fonds monétaire international, un système de coordination qui décide
comment les monnaies, combien les monnaies valent les unes par rapport aux autres. Les taux de change sont des taux de change officiels décidés par les pouvoirs publics. Ça veut dire que la monnaie a été démarchandisée, c'est-à-dire que sa gestion a été soumise aux politiques et non pas aux forces du marché. Les taux d'intérêt étaient aussi décidés par les politiques. Le prix du pétrole était aussi décidé par le politique. En agriculture, les prix agricoles étaient des prix garantis décidés par le politique. Donc on avait démarchandisé toute une partie du système productif pendant les 30 Glorieuses, mais on avait laissé le marché pour plein d'autres choses. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible de maintenir le marché pour certaines choses, pour certaines ressources, tout en extrayant du marché d'autres ressources. Ce n'est pas incompatible avec le capitalisme, le fonctionnement du capitalisme. C'est quelque chose que le capitalisme peut accepter, puisque ça s'est déjà produit dans l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on supprimait complètement le marché? Alors, si je voulais aller jusqu'au bout de ce raisonnement, eh bien, c'est le système soviétique. Le système soviétique, c'était un système où les prix étaient tous décidés par l'État, y compris les prix de ce qu'on pourrait considérer comme des marchandises, mais qui étaient produites par les entreprises publiques. Et donc, dans ce système, finalement, on a bien vu le problème du soviétisme, hein, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de liberté individuelle. Moi, je crois, alors ça, je vous dis, c'est une conviction personnelle, je crois qu'un système démocratique nécessite une part d'autonomie des agents pour produire, commercer, investir. C'est-à-dire qu'il faut préserver, dans une société qui se veut démocratique, un espace de liberté économique pour les agents, pour les gens. Et donc, il n'est pour moi pas normal, il n'est pour moi pas bon de vouloir entièrement supprimer le marché. Donc il faut préserver le marché, mais le préserver à sa juste place. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'écologie, et on va le voir, la démocratie, le lien social, un certain nombre d'institutions, lui doit être extrait du marché, mais tout ce qui n'est pas nécessaire absolument à la survie de la société et à l'équilibre environnemental, tout cela pourrait tout à fait être géré par le marché. Il n'y a pas de problème à gérer les marchandises comme des marchandises. Ce qui pose problème, c'est de gérer des non-marchandises comme des marchandises. Bon, par ailleurs, laisser le marché, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrôler le marché, que l'État ne peut pas intervenir dans le marché. Alors, je vous donne deux exemples. Un livre, c'est bien une marchandise. Un livre est produit dans le but d'être vendu. Néanmoins, on a une loi qui s'appelle le prix unique du livre, qui veut dire qu'on ne peut pas vendre le livre neuf au prix qu'on souhaite. Eh bien, ça veut dire qu'on peut à la fois préserver le marché et en même temps le réguler. Et l'État a tout à fait le droit, à mon avis, il ne faut pas qu'il s'en prive, de réguler certains secteurs économiques pour des raisons politiques. Pourquoi on veut le prix unique du livre? Parce qu'on veut préserver le réseau de librairies en France. Dans les pays qui n'ont pas de prix unique du livre, tous les livres sont vendus en grande surface. Il n'y a plus de librairies spécialisées dans les centres-villes. Et c'est très triste. Donc pour des raisons sociétales, eh bien, on peut intervenir sur certains marchés. L'agriculture, pareil, hein, on a pu, je vous l'ai dit, hein, l'agriculture, les produits agricoles sont bien des marchandises. Hein. Un producteur de pommes, pour lui, la pomme, c'est une marchandise. Et il la produit dans le but de la vendre. Néanmoins, on a pu avoir des contrôles des prix agricoles pour préserver les revenus des agriculteurs et puis pour aussi, en réalité, permettre d'organiser la modernisation de l'agriculture française. Au plus grand bien des industriels d'ailleurs. Mais bon, c'est une longue histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État ne s'est pas privé d'intervenir directement dans les prix agricoles quand il a fallu intervenir dans les prix agricoles. Dernier exemple, la santé. Les prix des médicaments, ils sont régulés, et le médicament est bien une marchandise. Donc, quand je vous dis que laissons la gestion des marchandises par le marché, je ne veux pas dire qu'il faille absolument s'interdire d'intervenir sur les marchés, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et on est tous contents que les prix des médicaments soient régulés, qu'il y ait le prix unique du livre. Malheureusement, les produits agricoles ne sont plus régulés comme ils l'étaient auparavant, mais beaucoup de gens, y compris Emmanuel Macron, si bien compris, veut revenir sur des prix garantis dans l'agriculture. Et puis d'autre part, dernier élément, il ne faut pas se priver d'un certain nombre d'institutions néolibérales. Ça paraît encore une fois contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais je vous dis ça parce que j'ai réfléchi en même temps à tout ça. Hein, quand je vous dis c'est un work in progress, j'essaie de trouver un certain nombre de choses. Je vous ai dit il faut sortir du néolibéralisme parce que le néolibéralisme tend à gérer toutes les ressources comme si c'était des marchandises alors que parfois elles n'en sont pas. Et tend à organiser le marché comme un grand régulateur de nos comportements sociaux. Mais le néolibéralisme, ce n'est pas le laisser-faire. C'est-à-dire que c'est aussi une forme d'intervention. Par exemple, les politiques de la concurrence. Par exemple, un certain système social. Est-ce qu'on veut supprimer toutes les politiques de la concurrence au prétexte que c'est néolibéral? Ben non, en fait. Puisqu'on a décidé que le marché devait continuer de fonctionner pour tout ce qui est marchandises, ben pourquoi pas préserver des politiques de gestion de la concurrence pour ces marchandises. Par exemple, est-ce que la téléphonie mobile doit être extraite du marché? Je ne crois pas, enfin, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. On pourrait tout à fait maintenir la téléphonie mobile dans le marché, et dans ce cas-là, on a des autorités de régulation des télécommunications, des autres autorités de régulation des télécommunications, on a des autorités de la concurrence, tout ça sont des institutions néolibérales, bien ça ne fonctionne pas si mal, gardons-le. Il ne s'agit pas de sortir complètement du marché, il s'agit juste de réencastrer le marché dans la société, continuer de s'appuyer sur les mécanismes marchands pour certaines ressources, et puis par contre pour d'autres ressources, extraire ces ressources de la logique marchande. Troisième, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais terminer. Troisième principe, repenser les fonctions de l'État. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait repenser le marché, évidemment il faut aussi repenser l'État. Aujourd'hui l'État, eh bien, il est au service du marché, hein, c'est l'État néolibéral. Mais au fond c'est quoi l'État? L'État c'est un outil qui prend en charge un certain nombre d'objectifs qui sont collectifs. Il permet de trouver un intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. On a donc besoin d'un État pour prendre en charge en quelque sorte le collectif. Alors cet État, de mon point de vue en tout cas, il faut qu'il préserve un espace de liberté individuelle, y compris des libertés économiques. C'est-à-dire que parmi l'intérêt général qui doit être préservé par l'État, il y a la capacité d'exister en tant qu'individu émancipé. On n'est pas dans un État totalitaire qui va dire à chacun ce qu'il faut qu'il fasse, on est dans un État qui essaye au maximum de préserver les libertés individuelles. Ça me semble absolument essentiel. En même temps, cet État, il faut qu'il organise l'allocation des ressources qui ne sont pas des marchandises. Alors j'ai dit tout à l'heure, les ressources qui sont des marchandises, elles doivent être laissées au marché. Mais des ressources qui ne sont pas... Alors, et puis par exemple les ressources, je vais parler de l'énergie carbonée. Sans doute que si on veut organiser la transition écologique, il va falloir que l'État se charge d'allouer les énergies carbonées aux gens, parce que sinon on va émettre davantage que ce qu'on pourrait émettre. Mais pour tout ce qui est marchandise, eh bien, qui n'a pas d'effet sur l'environnement, il n'y a pas de raison que l'État s'en mêle. Après tout, voilà, si chacun veut faire des choses qui ne polluent pas, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on l'interdise. Gérer l'allocation des ressources qui ne sont pas des marchandises, c'est un rôle déjà important. Et puis intervenir dans le marché lorsque c'est nécessaire, j'ai parlé du prix unique du livre, j'ai parlé de la santé, pour des raisons sociétales, hein, en fait, voilà, parce qu'on pense que la santé c'est un bien commun, et que chacun, même les personnes les moins fortunées peuvent avoir accès à la santé, eh bien c'est normal que l'État s'en mêle. Donc ici, il s'agit d'intervenir dans le marché dans le but d'accomplir des objectifs qui ont été démocratiquement déterminés. Alors ça veut dire que l'État, c'est un outil de la démocratie. Ça nous donne un quatrième principe, qui est l'organisation de la démocratie. Alors ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Finalement, dans mon modèle, qui est de réencastrer le marché dans la société, j'accorde une place très importante au collectif, au public, donc à l'État. Le problème, c'est que les décisions de l'État ne sont pas toujours perçues par les gens comme légitimes. Et pourquoi elles ne sont pas perçues comme légitimes? Parce que le processus par lequel ces décisions sont prises ne sont pas toujours perçues comme légitimes. Si on veut que l'État organise une partie de l'allocation des ressources, il faut qu'il y ait, face à la légitimité du marché, une légitimité démocratique qui soit très forte. Comment organiser cette légitimité? Qu'est-ce qui va faire qu'on va accepter une décision du gouvernement
comme on peut accepter une décision des marchés. J'ouvre une parenthèse. Pour beaucoup de gens, le prix de marché est légitime par définition. Pourquoi? Parce que c'est le produit finalement d'un processus qui échappe à tout le monde, dont les gens ne peuvent pas vraiment, y compris l'État, y compris le gouvernement, ne peut pas décider finalement. On a vu quand le prix de l'électricité est monté à plus de 1000 € le mégawattheure sur le marché européen de l'électricité, tout le monde était pris au dépourvu. Personne n'avait véritablement décidé que le prix de l'électricité devait monter à ces niveaux-là. Et d'ailleurs, ça embêtait tout le monde. Et c'est ça la force du marché. C'est qu'on a l'impression qu'il échappe au contrôle des individus. Et donc on a l'impression qu'il ne cherche pas à nous arnaquer, puisqu'il n'y a personne derrière qu'on peut accuser. Et donc les prix de marché sont parfois perçus par les gens comme extrêmement légitimes, parce que le produit des circonstances. Un peu comme une catastrophe naturelle. On n'en veut pas au soleil. Hein, s'il n'a pas apparu ces dernières semaines et qu'il a beaucoup plu en Maine-et-Loire, on ne va pas faire une manifestation contre le soleil. C'est la nature, c'est comme ça, on l'accepte. Eh bien, dans notre cerveau, dans notre société, on a tendance à faire du marché une entité exogène dont il est vain de vouloir se plaindre. En revanche, l'État, quand il prend une décision, alors là, on est très nombreux à se plaindre. Parce qu'on voit l'État dire des choses et du coup, changer, par exemple, s'il intervient sur le marché, il y a des gens que ça va arranger, puis d'autres que ça va déranger, et donc forcément, on va entendre ceux que ça dérange. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que, de mon point de vue, le marché n'est pas toujours efficace. Même s'il est légitime, même s'il est perçu comme légitime, il ne va pas forcément nous conduire à avoir les bons comportements. Donc il faut que l'État intervienne, c'est ce que j'essaie d'expliquer, pour modifier le marché, pour parfois allouer hors marché certaines ressources, mais il n'aura pas la légitimité qu'a le marché. Donc il faut, quelque part, résoudre ce problème-là. Et donc il faut transformer notre démocratie pour qu'on ait l'impression que les décisions prises par l'État, alors j'ai mis l'État ici en tant que collectif, j'y reviendrai, qu'est-ce que c'est que l'État, je n'ai pas encore abordé ce sujet. Mais en gros, il faut que ces décisions collectives qui ont été prises soient pourvues d'une très forte légitimité, et ça veut dire réformer nos systèmes. Comment fait-on? Alors ici, je voulais parler du principe de subsidiarité. Alors c'est un principe européen qui est au cœur du droit européen. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot barbare, hein, il n'est pas toujours très connu, mais c'est intéressant de revenir sur cette définition. La subsidiarité dans le droit européen, c'est le principe selon lequel une décision doit être prise au niveau le plus proche des citoyens possible, sauf si elle peut être prise de manière plus performante à une échelle plus élevée. Alors pour le dire, quel est le niveau de décision le plus proche des citoyens? C'est la commune. Ensuite, on a le département, la région, l'État, l'Union européenne, etc. Le principe de subsidiarité dit, voilà, si vous pouvez être efficace à l'échelle de la commune, eh bien, c'est à la commune qui décide. Si vous êtes plus efficace à l'échelle du département, alors c'est le département. Et ainsi de suite jusqu'à l'échelle européenne. En fait, il n'y a pas d'échelon supérieur à l'Europe parce qu'on est dans le droit européen. Alors, ce principe de subsidiarité, ça a l'air d'être un principe de bon sens. Et par certains côtés, ça l'est. Mais moi, j'y vois quand même un problème. C'est qu'on parle ici d'efficacité de la mesure, de la décision. Mais l'efficacité, c'est pas la même chose que la légitimité. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, un véritable problème. C'est-à-dire que la question d'une mesure, si c'est plus efficace, entre guillemets, de prendre une décision à l'échelle européenne, mais que les citoyens perçoivent cette décision comme illégitime, alors il y a un problème. C'est-à-dire que l'efficacité ne doit pas être le seul critère de subsidiarité. Il faudrait qu'on introduise dans le droit européen un critère de légitimité. Alors du coup, on va se dire, mais c'est quoi ce critère? Comment on le définit? Alors déjà, je pourrais répondre que le critère d'efficacité n'est pas toujours très bien défini. Hein, parce que l'efficacité pour qui? Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité? Et ça, c'est pas expliqué dans le principe de subsidiarité. Mais la légitimité, on peut la définir assez facilement. Si on reprend à ces questions d'ordre géographique, c'est-à-dire le local, le régional, le national, au niveau européen, la décision est légitime lorsqu'elle est perçue par les gens comme légitime, lorsqu'elle est produite à l'issue d'un débat démocratique qui a été lui-même perçu comme légitime. Et là, c'est un des problèmes de mon point de vue à l'échelle européenne,
c'est que parfois le niveau européen, il souffre d'une absence de légitimité de la part des gens, parce qu'ils ont l'impression que ça se fait sans eux. Pourquoi ils ont l'impression que ça se fait sans eux? Parce que, en fin de compte, qui va décider d'un certain nombre de choses à l'échelle européenne? Souvent c'est la Commission européenne, qui n'est pas le produit direct du suffrage, et dans lesquels le taux d'abstention est très élevé lorsqu'on parle des élections européennes. Du coup, les gens peuvent avoir l'impression que ça leur échappe, et du coup ils vont avoir tendance à contester plus facilement les décisions à l'échelle européenne. Dans certains pays, l'échelon local est l'échelon le plus légitime, parce qu'il existe des médias locaux, parce qu'il existe un débat public local qui peut être très intense, dans lequel les gens se connaissent, et ça peut produire des décisions très légitimes. En France, j'ai l'impression que le débat local n'est pas très légitime. Pourquoi? Parce qu'on a peu de presse locale, où elle vit peu. Alors on a bien sûr une presse locale, mais quand on regarde ce que les gens écoutent et lisent, alors parfois ils lisent la presse régionale, mais très souvent ils regardent la télé nationale. Pas beaucoup de télé locale qui fonctionnent correctement. Et quand on regarde les taux de participation aux élections, on voit que l'élection présidentielle a un taux de participation plus important que l'élection municipale ou régionale ou d'autres échelons. Peut-être que dans d'autres pays, comme en Espagne par exemple, l'échelon local a plus d'importance, est perçu comme plus légitime par les gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas définir a priori un échelon comme étant plus pertinent que d'autres, que ce soit l'échelon européen, national ou local. En revanche, c'est cette question-là qui doit être au cœur de nos pratiques de subsidiarité, et pas uniquement la question de l'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut que là où on débat, ça soit aussi là où on décide. Or, on a tendance, parfois, à débattre quelque part et à décider ailleurs. Et ça crée forcément un sentiment de illégitimité lorsque les décisions sont prises. Et c'est un des problèmes, à mon avis, fondamentaux de l'Union européenne, auquel, à mon avis, on devrait davantage s'intéresser. D'ailleurs, cette question du débat, elle est intrinsèquement liée à des institutions culturelles. Et c'est même le concept de nation. Qu'est-ce que c'est que le concept de nation? C'est un collectif humain qui a une conscience politique. C'est-à-dire qu'il a la conscience d'avoir un destin commun. C'est souvent ce qu'on dit en théorie politique quand on parle de la nation. La nation, c'est un collectif de personnes qui se voient comme ayant une destinée commune. Et donc, qui prend en charge cette destinée. Et qui se donne l'État comme outil pour prendre en charge cette destinée. Souvent, c'est ça. Donc, c'est l'idée d'État-nation. Il est compliqué d'avoir des débats en dehors de l'échelon dans lesquels les gens se reconnaissent. C'est-à-dire que si les Français se reconnaissent en tant que Français, s'ils ont des institutions culturelles qui permettent d'avoir un débat entre eux, et que finalement on décide que pour des raisons de subsidiarité, c'est à l'échelon européen que doivent se prendre les décisions, eh bien, ça crée une frustration nécessaire chez les gens. Alors on pourrait dire, mais il n'y a qu'à créer une nation européenne, mais ça ne se crée pas comme ça une nation européenne, puisqu'il faut des institutions culturelles, il faut souvent des langues communes, il faut tout un ensemble, une histoire commune, et donc le problème, il est que on a tendance parfois à décider ailleurs que là où on débat, ou là où les gens ont envie de débattre. Dernier élément, la question des frontières. On ne peut pas faire une démocratie sans frontières. Alors, pour une raison déjà logique simple, c'est-à-dire que si on n'avait pas de frontières, alors on se réunit, on décide, et nos décisions, elles valent partout dans le monde, puisqu'il n'y a pas de frontières. Non, par définition, nos décisions ne valent que sur un périmètre donné, c'est-à-dire le périmètre où on a une souveraineté. Je dis ça parce que, imaginez un monde sans frontières, ça serait un monde où en fait, on n'aurait plus aucun lieu pour décider quoi que ce soit, puisque si par exemple le Parlement français se réunit et décide de quelque chose, s'il n'y a pas de frontières, cette décision elle vaut partout dans le monde, donc voilà, si on est logique. Et inversement, le Parlement allemand lui décide quelque chose et puis ça vaut partout dans le monde, donc du coup comment on fait? La frontière, c'est ça qui permet finalement de définir à quel endroit la décision s'applique. Mais justement, si on décide d'organiser un système productif quelconque à l'échelle française, et qu'on a donc une frontière légale qui existe. Aujourd'hui, il y a une frontière légale, c'est-à-dire que le Parlement français il n'a autorité de faire des lois que dans le cadre légal de la France légale, tel qu'elle existe, mais malheureusement, avec le libre-échange, on peut importer des produits qui sont faits en dehors du droit français. Et avec la libre circulation du capital, on peut mettre son argent dans des endroits dans le monde où on ne va pas appliquer les règles françaises. Et c'est ça qui permet l'évasion fiscale, c'est ça qui permet de contourner des lois sociales ou des lois écologiques.
Et donc ça veut dire que si on peut comme ça contourner toutes les lois décidées en France, y compris les lois écologiques, juste par le commerce et le libre-échange, ça ne marche plus. Donc quand je dis qu'il faut rétablir les frontières, je veux dire par là qu'il ne faut pas simplement des frontières légales, qui disent que la loi française s'applique uniquement sur le territoire français, il faut aussi avoir des frontières économiques, pour que justement ces lois soient réellement appliquées. S'il n'y en a pas de frontières, on ne peut pas garantir l'effectivité des décisions. Et donc, la légitimité démocratique disparaît. Et on revient sur le problème on confie beaucoup de rôles à l'État, et ce rôle, il ne peut pas l'assumer. Et donc, on se retrouve frustré, c'est-à-dire qu'on vote et ça ne sert à rien. Je conclus parce que c'est l'heure, et pardon, j'ai un peu dépassé. Conclusion. Un capitalisme vert est-il possible? Alors, tout d'abord, on pourrait se dire que cette conclusion, la manière de poser la question, elle est déjà biaisée, puisque je n'envisage pas la possibilité de sortir du capitalisme. Alors je voudrais répondre à ça en disant que si, bien sûr, on peut envisager la sortie du capitalisme. Cependant, je ne voulais pas l'envisager dans cette dernière séance de conclusion, parce que l'histoire nous a appris qu'il est quand même très difficile de sortir du capitalisme. À chaque fois qu'on a voulu sortir du capitalisme, ça a été une catastrophe. Alors je ne dis pas, ça ne prouve pas que ce ne soit pas possible ni utile de sortir du capitalisme, mais puisque je n'ai pas beaucoup de temps et je veux arriver à quelque chose de constructif, et puisque nous sommes aujourd'hui dans un système capitaliste, je pense que le plus raisonnable, c'est de voir s'il est possible d'arriver à concilier l'économie et l'écologie déjà dans le cadre du capitalisme, avant de vouloir se débarrasser du capitalisme. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que, de mon point de vue, il est possible, sous conditions, et sous un certain nombre de conditions très fortes, d'imaginer un capitalisme écologique. Mais cela sous 4 conditions. D'abord, première condition, je résume un peu tout ce que j'ai dit, c'est la conclusion, c'est le but. Première condition, face à la légitimité du marché, qui est forte. Il ne faut jamais oublier que le marché a une très forte légitimité pour beaucoup de gens. Il faut rebâtir des institutions démocratiques dont les décisions soient pourvues d'une grande légitimité, elle aussi. Et cette légitimité doit s'appuyer sur le suffrage universel, et non sur des collectifs militants. Alors je dis ça parce que je lis beaucoup, notamment chez les écologistes, qui sont au cœur de ces questions-là. Je lis beaucoup d'arguments qui disent nous, on est les militants du terrain, donc on fait par exemple des ZAD, des zones à défendre, on va chercher à contester certains grands projets, on va militer contre Lafarge ou contre les bassines. Quelle que soit la légitimité de ces mouvements, enfin de ces idées qu'incarnent ces mouvements, ça n'est pas perçu comme légitime, puisque les collectifs militants ne peuvent pas s'arroger cette légitimité démocratique sans passer par le suffrage universel. Or, parfois, il y a cette tendance qu'on peut avoir, parfois on se dit, bon, puisque j'ai raison, je suis légitime. Non, en fait. Je veux dire, on ne peut pas avoir raison contre le suffrage universel. C'est vrai pour nos dirigeants, quels qu'ils soient, c'est vrai aussi pour les militants, quelle que soit la justesse des causes qu'ils défendent. Donc, les institutions démocratiques, en fait, elles sont aujourd'hui en très mauvais état, et c'est la raison pour laquelle on va avoir des gens qui vont se dire, puisque la démocratie ne fonctionne pas, eh bien essayons autre chose. Je crois qu'on ne peut pas essayer autre chose, en fait. Le seul principe qui garantit la légitimité d'une action, c'est celui qui procède du suffrage universel. Au passage, je pense aussi que le tirage au sort ou les conventions citoyennes, c'est très utile pour débattre et discuter entre nous, mais ça ne produit rien de légitime réellement, puisque ça ne procède pas du suffrage universel. On peut être en désaccord avec ce que je vous dis, c'est juste que je vous donne mes conclusions personnelles. Deuxièmement, condition pour que le capitalisme vert soit possible, il faut rompre avec la mondialisation néolibérale. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure. Rompre avec la mondialisation néolibérale, ça veut dire, de fait, limiter la libre circulation des marchandises et des facteurs de production, qui, je le rappelle, ne doivent pas être gérés comme des marchandises, mais surtout, en raison de cette libre circulation du capital, du travail, des marchandises, eh bien, on parvient ainsi à contourner, à se soustraire à la réglementation démocratique. Et si on veut que la démocratie ait du sens, eh bien, il ne faut pas qu'on puisse s'y soustraire, y compris par le commerce. Par exemple, on ne peut pas se soustraire à des normes écologiques
en achetant, en délocalisant ou en achetant une partie de nos biens de consommation dans des usines qui polluent à l'étranger. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, rompre avec la mondialisation néolibérale, ça veut dire rétablir des frontières économiques. Troisième condition, il faut, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il faut le rappeler, il faut démarchandiser une part importante de notre production et des systèmes d'allocation des ressources. Il faut démarchandiser l'énergie carbonée. C'est pas parce que j'ai de l'argent, je peux brûler tout le pétrole que je veux. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que le pétrole qui nous reste et dont il faut limiter au maximum la combustion, eh bien, ça soit utilisé. En gros, il faut que cet usage soit décidé collectivement, après débat, et non pas donné aux plus offrants. Même chose pour les ressources non renouvelables, et on pourrait même rajouter pour le foncier agricole, par exemple, c'est une ressource non renouvelable en réalité, et on ne devrait pas pouvoir faire tout ce qu'on veut sur ce foncier. Alors heureusement en France, il y a une gestion du foncier qui justement ne passe pas uniquement par le marché, puisque il y a des terrains constructibles, des terrains non constructibles, etc., des réserves protégées. Donc c'est déjà des choses qu'on fait, mais il faut étendre ce principe peut-être à d'autres pays aussi. Quatrième condition et dernière condition, il faut trouver les moyens financiers pour nos dépenses d'investissement, notamment pour les dépenses d'investissement qui sont non rentables. J'y reviens, c'est tout à l'heure ce que je disais. Rénover les bâtiments, organiser le recyclage, mettre en place les infrastructures pour l'économie circulaire, tout ça va coûter très cher. Et tout ça nécessite d'être financé par une décroissance de notre consommation, ce qui veut dire une fiscalité. Donc il faut repenser le système fiscal, et cela doit être décidé souverainement. Alors je dis ça parce que je ne crois pas du tout au projet de collaboration fiscale internationale où on va chercher... Alors j'ai entendu Valérie hier, vous savez, ils étaient à Angers, là, les représentants des têtes de liste, enfin les principales têtes de liste aux élections européennes, sauf Bardella qui s'est fait représenter par un collègue à lui. Mais on avait les 6 principales listes qui étaient là, et Valérie hier a dit qu'elle était pour la taxation des hauts revenus. Alors les gens ont dit, mais comment vous avez supprimé l'ISF et vous voulez maintenant taxer les hauts revenus? Parce que dans le cadre de la transition écologique, c'est nécessaire. Mais elle dit oui, mais uniquement si on arrive à un accord mondial. Alors, évidemment, tout le monde a dit, dans ce cas-là, c'est bon, on peut attendre longtemps. Alors elle a dit, mais si, parce qu'il peut y avoir un accord mondial... il y a eu un accord, on est en train de négocier sur une taxation minimale des entreprises, on pourrait tout à fait faire ça pour les ménages. Bon, en réalité, la fiscalité fait partie du domaine souverain, fait partie du domaine démocratique, et comme je l'ai dit, on ne peut pas décider à un échelon où les gens ne débattent pas des choses importantes pour les gens. Donc, je maintiens cette fiscalité qui, nécessairement, coûtera aux ménages, eh bien, elle doit être décidée là où se fait le débat démocratique, donc à l'échelon national, et pas à l'échelon européen ou mondial. Ce qui signifie qu'il faut du coup empêcher comment dire, que nos décisions fiscales produisent des effets qui font qu'on va s'échapper au fisc avec la libre circulation de capital, avec l'évasion fiscale, etc. Donc ça veut dire quelque part reprendre le contrôle des frontières, j'en ai déjà parlé. Voilà, si on arrive à, comment dire, donc je répète, réinventer nos institutions démocratiques, rompre avec la mondialisation néolibérale, décider souverainement de notre fiscalité et nos logiques d'investissement, démarchandiser une part importante de notre production, alors oui, dans ce cas, le capitalisme vert est possible. Voilà, je vous remercie.